J'aimerais qu'on commence dans le vif du sujet par essayer de comprendre un petit peu ce que tu fais au sein de L214. À quoi sert cette association? Quel est son but et quelle est la raison de sa présence aujourd'hui sur le festival? Oui, alors c'est vrai que l'association L214 est maintenant beaucoup plus connue qu'elle ne l'était au départ, lors de la fondation en 2008. Ça s'est beaucoup accéléré à partir de 2015 en fait pour nous, avec les première grande médiatisation de sorties d'enquête en élevage et en abattoir. On est une association de défense des animaux qui est essentiellement connue pour son travail d'enquête, mais qui fait aussi beaucoup d'autres choses dont on pourra parler avec plaisir. En particulier de l'éducation à l'éthique animale. Donc ça, c'est mon rôle, et on est une équipe de 3 personnes dans une petite branche de l'association qui s'appelle L214 Éducation. Et L214, donc c'est une association qui a un nom un peu mystérieux peut-être, un peu comme un nom de code ou un nom de sous-marin, et qui vient en fait d'un article du Code rural qui date de 1976 et qui reconnaît pour la première fois dans le droit français les animaux comme des êtres sensibles. Ce que dit l'article exactement, alors c'est l'article L214-1 du Code rural: tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. C'est une formule juridique, avec des termes un peu compliqués, mais pour dire quelque chose d'assez simple en fait, que quand on est responsable d'un animal, alors on doit lui garantir des conditions de vie qui correspondent à ses besoins. Donc, ses besoins physiologiques en termes d'accès à la nourriture, à l'eau, à la santé, ses besoins comportementaux également. Et ce que dit cet article qui est très intéressant pour nous, c'est que il y a une articulation en fait. Il n'y a pas juste un impératif de garantir aux animaux de vivre dans des bonnes conditions. Ce que dit l'article, c'est que la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que ce sont des êtres sensibles. Donc il y a un lien entre la sensibilité des animaux, le fait que comme nous ils ressentent ce qui leur arrive, qu'ils sont comme nous le sujet de leur propre vie, et l'impératif moral qui nous incombe pour cette raison. Alors, cet article, effectivement, il est très intéressant, et c'est celui qui donne le nom à l'association. Tu parles de bien-être animal, préserver des conditions, je sais pas quelle est la formulation exacte, mais préserver de bonnes conditions de vie des animaux. Ou est-ce que ils demandent simplement à ce qu'ils ont, pendant leur temps de vie, ils aient une vie, ils aient droit au bien-être? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors ça, on parle pas en fait de la mise à mort dans cet article, c'est uniquement sur les conditions de vie des animaux. Donc à la fois les besoins physiologiques et les besoins comportementaux, par exemple, en termes d'espace, par exemple, en termes de relations sociales pour les animaux qui sont des animaux sociaux et qui vivent en groupe. Et la raison pour laquelle cet article il est dans le Code rural, c'est que effectivement ça concerne énormément les animaux de rente ou les animaux d'élevage, et ça c'est applicable en fait durant leur vie. Mais même sur ce plan-là, on peut juger qu'il y a un écart considérable entre le texte et la réalité des conditions de vie des animaux dans les élevages aujourd'hui. Plus de 80% des animaux sont détenus dans des conditions intensives, sans accès à l'extérieur, dans des bâtiments qui sont en général fermés, sans fenêtres, donc avec une lumière artificielle, souvent avec des programmes de lumière artificielle pour accélérer soit la croissance, soit la ponte par exemple pour les poules pondeuses. C'est le cas d'une poule pondeuse sur 2 à peu près en France qui vit en cage. 95% des cochons, à peu près 75-80% des poulets. Donc c'est vraiment donc là il y a un écart. Mais pour répondre à ta question, il y a un autre article qui est l'article R655-1 du code pénal qui lui interdit de tuer sans nécessité un animal domestique. Et si on prenait alors ces deux textes au pied de la lettre, on serait dans une société très différente aujourd'hui, puisque on peut pas dire que manger des produits d'origine animale soit une nécessité aujourd'hui. Enfin ici on est dans un festival, là je vois des gens qui se régalent, là qui sont une trentaine là à table et qui savourent des plats sans aucun produit d'origine animale et qui ont l'air d'être en bonne santé. Contrairement à une remarque que j'ai entendue cette semaine sur BFM où un responsable des chasseurs trouvait que les véganes avaient l'air de se faire chier. Je trouve que peut-être qu'ils pourraient venir ici au Smile et voir que
à la fois assez savoureux et c'est festif. Effectivement, toute la question cette question de la nécessité, elle est assez large et il y a plein de façons de l'adresser. Qu'est-ce qui est nécessaire ou pas? C'est un vaste sujet. Et du coup, voilà, on va continuer à parler un petit peu de L214 et après j'aimerais bien que tu me parles plus précisément de ton métier, ton activité d'éducateur en éthique animale. L214, effectivement, c'est assez étonnant, je trouve, le positionnement de L214 parce que il y a à la fois des actions assez offensives, il y a une part de violence dans la diffusion d'images et c'est des images qu'on a tous vues, qu'on connaît tous et qui ont contribué à faire basculer un certain nombre de gens pour renoncer à la consommation de produits animaux avec des images d'abattoirs très très dures qui ont fait réfléchir et qui ont fait prendre conscience beaucoup de gens. Et à côté, il y a L214 pousse aussi quand même une posture qui est assez progressive. C'est ça que je trouve toujours très étonnant avec L214, c'est que à la fois on a ces images qui sont très très dures et en même temps il y a une posture qui n'est pas du tout clivante, c'est une posture plutôt ouverte qui accepte qu'il y a un peu un temps long de conversion et qui n'est pas là pour dresser les uns contre les autres et ça je trouve que c'est assez remarquable. Ouais, je sais pas si c'est remarquable. Moi je note que c'est assez traditionnel en fait dans les mouvements de protection animale en général, depuis l'origine même, depuis les pionniers au XVIIIe et XIXe siècle, les pionniers de la protection animale à la fois en France et en Angleterre, qui étaient issus du milieu anti-esclavagiste, par exemple, et donc plutôt dans une démarche extrêmement humaniste et de progrès social. Et donc j'espère que nous on s'inscrit aussi dans cette tradition qui peut être incarnée aujourd'hui par des gens comme Mathieu Ricard par exemple. Avec qui t'as co-signé Oui, exactement. Sur la nécessité ou l'importance de mieux intégrer l'éthique animale dans les programmes scolaires, parce que c'est un peu pauvre actuellement, contrairement à d'autres pays où c'est plus avancé. Et oui, donc on est un peu sur une ligne de crête, effectivement, entre, je dirais, un travail que je qualifierais à la fois de fondamental et documentaire, un travail d'information. Donc, on est dans une démocratie, les décisions qu'on prend collectivement, c'est important qu'elles soient fondées sur la science et sur la réalité des choses. Et donc, il y a une importance de l'information et on peut pas discuter du sort des animaux, de 3,5 millions d'animaux qui sont abattus par jour dans les abattoirs en France. Ce sont des chiffres qui sont vertigineux, c'est 1 milliard à l'échelle de l'année, 76 milliards à l'échelle de la planète, et tout ça sans compter les poissons. Donc ce sont vraiment des chiffres qui font froid dans le dos. Et si on n'est pas correctement informé de la situation de ces animaux, on a du mal à réfléchir et à prendre des décisions. Surtout que il y a des intérêts économiques assez forts qui ont une mainmise, ou en tout cas une prise par la publicité, par le marketing, par tout un tas de choses sur la représentation que nous nous faisons des conditions de vie de ces animaux que nous mangeons. Donc ça, c'est un travail fondamental depuis le départ de l'association, c'est de rendre visible la manière dont les animaux sont élevés, transportés et tués. Du coup, on arrive un peu sur cette question d'éducation. Hein. Il y a la sensibilisation, effectivement, rendre visible le sort des animaux, rendre visible leurs conditions de vie, rendre visible leurs conditions d'abattage. Et puis, la question de l'éducation, donc pas forcément sur les adultes, mais aussi sur les enfants. Je crois que c'est sur ça que toi, tu interviens beaucoup. Est-ce que... c'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est changer le regard sur les animaux, ça change d'abord par changer le regard des enfants? C'est ça, c'est là que ça se joue? Alors, je dirais que c'est la même idée, en fait. C'est toujours le même travail d'information envers différents publics, avec des outils qui sont adaptés à des publics... là, pour le coup, avec le jeune public, c'est un public qui est jeune. On aborde des réalités qui sont parfois difficiles. La maltraitance des animaux, c'est un sujet très, très sensible. C'est un sujet auquel souvent les enfants sont eux-mêmes très, très sensibles. Donc, il y a un travail... je dirais à la fois d'information et d'adaptation du contenu qui donc à la fois travaille sur la sensibilité des animaux, le fait que les animaux sont des êtres sensibles, qui ressentent ce qui leur arrive, mais aussi que le public auquel on s'adresse est sensible.
Et donc il y a moult précautions à avoir, et c'est le travail qu'on essaye de faire, j'espère qu'on le fait pas trop mal, d'apporter des éléments de réflexion, parce qu'on est dans une démarche pédagogique, donc en fait le but c'est pas d'être militant, au contraire, mais d'avoir, d'ouvrir, voilà, avec un jeune public, un espace de réflexion autour de la manière dont on traite les animaux aujourd'hui dans nos sociétés. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, Dominique, sur le type d'action, de type de session que vous menez avec les enfants pour mettre en place cette sensibilisation-là, justement? Oui, alors je peux donner un exemple qu'on fait par exemple avec vraiment des tout petits, où on travaille alors soit en maternelle, mais beaucoup en centre de loisirs, où on travaille surtout sur en fait les émotions des animaux et sur l'intelligence des animaux. Et donc on travaille avec des vidéos d'éthologie, avec des découvertes qui sont alors pour eux et souvent aussi pour leurs enseignants assez spectaculaires, qui amènent en fait à regarder les animaux autrement, à provoquer une sorte de changement de regard, à se rendre compte que peut-être on n'avait pas toutes les infos, et puis surtout à susciter un intérêt et une curiosité sur le sujet. Alors ça, on a à peine besoin de le pousser, parce que dès qu'on arrive avec un groupe d'enfants pour parler des animaux, alors là c'est là c'est toujours la fête, c'est beaucoup mieux que la grammaire ou le recyclage des déchets par exemple. Monsieur, c'est vous qui venez parler des animaux, tout ça, et ils m'attrapent dans la cour et tout, et donc donc il y a un fort enthousiasme. Et on travaille surtout sur de la réflexion collective et sur des recherches de solutions ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle collective, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, de manière à ce que à chaque fois qu'on aborde un problème, ou que les enfants abordent un problème, parce que souvent ils sont au courant de beaucoup de choses, même des choses vraiment très très dures, hein, avec la circulation maintenant sur les réseaux, sur Internet. Là, c'est vraiment ils ont vu souvent des choses dures, donc il faut récupérer ça, le reformuler, le mettre en perspective, et puis surtout apporter des solutions, qu'un problème ne reste jamais sans solution, et éventuellement les engager. Des fois on travaille sur des projets à long terme, avec des centres de loisirs ou avec des classes par exemple, où ils vont monter une exposition, où ils vont réaliser un petit clip, écrire une chanson de rap par exemple, qu'on va mettre en musique avec un rappeur professionnel, de manière à ce qu'on passe de la compréhension à l'action. Du coup, merci beaucoup Dominique. Sur quel type de problématique vous intervenez, et sur quel type d'animaux, si je puis me permettre, de quel type d'animaux vous parlez quand vous parlez avec les enfants? Il y a les animaux qu'on exploite et pour se nourrir, qu'on mange. Ça, c'est la partie, je dirais, la plus évidente entre guillemets. Ouais. Après, après, on rentre dans des zones qui sont un petit peu plus complexes, j'imagine. Les zoos, les cirques, des choses qui sont faites à la base aussi pour les enfants. Donc là, on rentre vraiment à contre-courant de choses qui sont traditionnelles et culturelles. Et après, encore plus délicat, je dirais, c'est tout ce qui est animaux domestiques. Le chat, le chien, le petit hamster, etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire changer les perceptions par rapport à tout ça? Alors oui, super question, parce qu'il y a une distinction à faire entre le travail ordinaire d'L214, qui est très focalisé sur les animaux d'élevage, pas parce qu'on serait particulièrement, on aurait une affection particulière pour ces animaux-là, mais parce que, comme je parlais tout à l'heure en donnant ces différents chiffres, c'est que parce que ce sont 98-99% des animaux avec lesquels nous avons une relation, je vais dire ça très, très pudiquement, dans nos sociétés aujourd'hui. Mais quand on travaille avec un jeune public, nous on a une démarche plus ouverte en fait, où on aborde la question animale au sens large, et on a différents thèmes en fait d'animation qui sont. Alors il y en a un qu'on réalise souvent qui s'appelle un animal des animaux, et qui embrasse vraiment la question animale au sens large. Donc effectivement les animaux en captivité dans les zoos, dans les cirques, le problème des abandons, la question de la responsabilité qu'on a quand on vit avec un animal, quand on acquiert un animal, et comment est-ce qu'on l'acquiert, est-ce qu'on va dans une animalerie, est-ce qu'on se dirige vers un refuge. Il y a tout un travail qu'on fait sur les besoins fondamentaux des animaux: boire, respirer, manger, être en bonne santé, avoir des relations, être actif, avoir des relations affectives. Et ensuite on s'aperçoit qu'elles nous sont communes, donc nous aussi on a les mêmes,
Et puis on examine différentes situations où on a des animaux par exemple en captivité, puis on va réfléchir par rapport à la liste qu'on a établie, si ça va ou s'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais c'est toujours sous forme de discussion et on essaye en fait d'amener un peu sur le registre du débat philosophique en fait, une discussion et en laissant tout le monde s'exprimer et en permettant tous les points de vue aussi. C'est-à-dire que nous on est dans une démarche informative et descriptive, mais pas prescriptive de comportement. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut faire. Côté un petit peu maïotique où on invite les autres à trouver eux-mêmes leurs propres solutions, à changer par eux-mêmes changer leur regard. Et du coup, tu parlais de philosophie. Est-ce que l'idée c'est on reste dans un rapport malgré tout un peu de subordination de l'animal par rapport à l'homme, mais en essayant de valoriser une approche plus respectueuse, ou est-ce que l'idée c'est quand même d'aller vers une remise en question du spécisme et de l'a priori selon lequel l'homme serait supérieur à l'animal? Est-ce que in fine c'est ça qu'on veut remettre en question? Alors dans le cas de notre démarche éducative, non. Comme je disais, en fait, nous, ce qu'on trouve déjà fondamental, c'est d'ouvrir un espace de dialogue. Voilà, on se concentre là-dessus. Après, on peut aborder différentes positions. S'il y a des questions sur le véganisme, on peut expliquer ce que c'est, que ça existe, qu'il y a des gens qui sont véganes, etc. Mais toujours d'une manière descriptive. Et puis après, c'est chacun qui fait son chemin.